Le dernier enregistrement officiel de Camille Moreau, l'incident aux États-Unis, s'est produit à 6h42 dans une station-service située à l'extrême sud de la Floride. La caméra de surveillance l'a filmée en train d'ajuster la bretelle de son sac à dos. Elle portait une robe trop légère pour la chaleur étouffante. Ses cheveux bruns étaient négligemment attachés et elle tenait une carte routière tellement pliée qu'elle était devenue informe. Elle a payé en espèces, a refusé l'aide du pompiste lorsque celui-ci a évoqué la chaleur extrême et est repartie seule en direction du parc national des Everglades. Camille avait 29 ans, était française, diplômée en histoire environnementale et entamait sa 3e semaine d'un voyage préparé depuis près de 2 ans. Elle était venue aux États-Unis pour écrire un article indépendant sur les zones humides menacées, comparant les politiques de conservation européennes à la réalité américaine. Rien dans ces préparatifs ne laissait présager une quelconque imprudence. Réservation faite, itinéraire de randonnée enregistré, courriel envoyé à sa famille avec des programmes détaillés. Pourtant, ce matin-là, elle décida de modifier son itinéraire. Ce changement n'a jamais été expliqué. La voiture de location a été retrouvée 2 jours plus tard, abandonnée sur un chemin de terre secondaire, partiellement recouverte de boue séchée. Les portières étaient déverrouillées. À l'intérieur, la police a trouvé le passeport français de Camille, une bouteille d'eau vide, son téléphone portable éteint et un carnet ouvert à la dernière page écrite. Aucun signe de lutte n'a été constaté. Aucun indice clair ne permettait de déterminer si elle était partie de son plein gré ou si elle avait été forcée de sortir du véhicule. Les Everglades ne pardonnent aucune erreur. La végétation y est dense. Le terrain trompeur et les eaux peu profondes peuvent dissimuler des trous profonds, des serpents, des alligators et des maladies transmises par les insectes. Pourtant, l'hypothèse initiale des autorités était simple. Touristes mal préparés, désorientation, mort accidentelle. Mais cette explication n'a pas convaincu la famille. En France, la mère de Camille, Élise Moreau, elle, commença à appeler le consulat tous les jours. Elle connaissait sa fille. Elle savait que Camille n'abandonnerait pas ses documents, ne changerait pas d'itinéraire sans prévenir personne, ne s'aventurerait pas sur un sentier inconnu sans avoir noté ses coordonnées. Camille était méthodique, presque obsessionnelle avec les documents. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle avait voyagé seule. Elle faisait davantage confiance à ses propres méthodes qu'aux improvisations des autres. Pendant ce temps, aux États-Unis, la situation a rapidement commencé à se calmer. Après 3 semaines de recherche aérienne, de chiens de recherche et d'équipes de secours, le nom de Camille fut ajouté à une liste informelle d'étrangers disparus. Son corps ne fut pas retrouvé. Aucune piste concluante ne fut découverte. Le parc continua d'accueillir des touristes. Le silence remplaça l'urgence. 2 ans se sont écoulés. L'histoire de Camille n'a survécu que sur des forums de voyage français, dans de petits blogs environnementaux et dans un dossier archivé au bureau du shérif du comté de Collier. Jusqu'à ce que, par une matinée caniculaire de septembre, Jonah Rivson, pêcheur local, fort de plus de 30 ans d'expérience dans les marais, fit une découverte que personne ne cherchait, et qui allait complètement changer la façon dont l'affaire serait interprétée. Jonah n'était ni un héros, ni particulièrement curieux. Il vivait de petits boulots, de pêche de subsistance et de la vente occasionnelle de poissons aux restaurants locaux. Il connaissait les cours d'eau des Everglades comme peu de gens, surtout les zones évitées par les touristes et même les gardes du parc, des régions où l'eau semblait trop calme et le silence pesant. Ce jour-là, il était parti plus tôt que d'habitude, profitant d'une marée différente. Alors qu'il tirait son filet dans une zone isolée, quelque chose s'y accrocha. Ce n'était pas aussi lourd qu'une bûche, et cela ne bougeait pas comme un animal. Lorsque Jonas parvint enfin à dégager l'objet de la végétation immergée, il comprit que ce n'était pas un déchet ordinaire. C'était un sac à dos. Le tissu était noirci par l'eau et le temps, mais encore reconnaissable. En l'ouvrant, Jonah y découvrit des objets incongrus.
Un petit guide touristique en français, un carnet déformé par l'humidité, un stylo en métal aux inscriptions effacées et une carte plastifiée ornée du symbole de l'Union européenne. Au fond, enveloppé dans un sac improvisé, se trouvait quelque chose qui le fit refermer aussitôt son sac à dos. Ce n'était pas un homme qu'on impressionnait facilement, mais il savait quand il avait franchi une ligne invisible. Quelques heures plus tard, la police locale fut appelée, le secteur fut bouclé. Le nom de Camille Moreau recommença à circuler, d'abord parmi les enquêteurs, puis dans les rapports internes, et enfin dans la presse internationale. Mais ce qui inquiétait le plus les agents impliqués n'était pas la découverte du sac à dos. Il était où elle l'était. L'endroit ne correspondait à aucune des zones de recherche initiales. Cela contredisait les hypothèses officielles. Et plus inquiétant encore, cela indiquait que Camille ne s'était pas simplement perdue. Quelqu'un ou quelque chose y avait apporté ses affaires, et contrairement à ce que l'on avait cru pendant 2 ans, Camille n'avait pas disparu sans laisser de traces. Les traces se trouvaient tout simplement à un endroit où personne ne voulait chercher. La redécouverte du nom de Camille Moreau n'a pas commencé par une conférence de presse, mais par un courriel interne marqué comme urgent une lettre, envoyée par le bureau du shérif du comté de Collier au consulat de France à Miami, était trop simple pour laisser place à la spéculation. Éventuellement, des objets appartenant aux citoyens français disparus en 2023. Le message ne faisait mention ni de restes humains, ni de conclusion. Il demandait seulement une confirmation d'identité et une coopération immédiate. En France, l'impact fut silencieux, mais profond. Élise Moreau lut le courriel assise à la table de la cuisine à Lyon, la même où, 2 ans plus tôt, elle avait reçu l'appel qui avait bouleversé sa vie. Depuis la disparition de sa fille, la maison avait conservé un ordre quasi rituel. Rien n'avait été jeté. La chambre de Camille était restée intacte. Des livres empilés sur le sol, des cartes punaisées au mur et un appareil photo rangé dans son sac à dos de rechange, jamais utilisé lors du voyage aux États-Unis. Élise ne pleura pas en lisant le message. Elle se leva, ouvrit un dossier bleu déjà usé par les manipulations et commença à ranger les documents. Passeport, acte de naissance, copie de courriel, le projet de recherche que Camille comptait publier à son retour. Elle avait appris, au cours de ces 2 années, que les émotions n'accéléraient pas les choses. Seule l'épreuve, si. Pendant ce temps, dans les Everglades, le sac à dos trouvé par Jonah Reeves était analysé dans une pièce improvisée, à l'abri des regards. Le matériau était fortement dégradé, mais pas détruit. Les techniciens de la police scientifique ont identifié des fibres correspondant à des marques européennes rares aux États-Unis. Le guide touristique, bien que gonflé et partiellement illisible, comportait des notes en marge rédigées en français avec des observations techniques sur la végétation et l'hydrologie. Le carnet a particulièrement attiré l'attention. Ces pages, bien que collées par l'humidité, conservaient encore des fragments d'écriture. Il ne s'agissait ni de récits personnels, ni de journaux intimes. Camille y consignait des heures, des températures, la profondeur de l'eau, la présence de certaines espèces, et plus intrigante encore, des allusions à des rencontres fortuites. Des noms abrégés, des coordonnées incomplètes et des symboles qui ne correspondaient à aucune norme scientifique connue. Pour les enquêteurs américains, c'était tout simplement déroutant. Pour les Français, cela leur semblait familier. Camille a reçu une éducation universitaire très rigide. En France, son directeur de mémoire de master disait d'elle qu'elle écrivait comme quelqu'un qui dresse un inventaire, précis, impersonnel, presque froid. Cela expliquait pourquoi, même en voyageant seule, elle consignait minutieusement tout ce qu'elle observait, non par paranoïa mais par méthode. L'antagoniste de cette histoire, bien que toujours sans nom officiel, n'était pas une personne clairement identifiée. Il s'agissait d'un système de mauvaises décisions, d'omissions et de zones d'ombre. La première de ces erreurs provenait de la gestion même de l'affaire. La police locale, confrontée à des ressources limitées et habituée aux accidents en milieu sauvage, a traité la disparition comme une simple statistique. La nationalité étrangère de Camille a accéléré le classement informel de l'affaire. Moins de pression politique, moins d'attention publique.
Jonah Reeves faisait lui aussi partie de cet univers, mais sur un plan complètement différent. Il avait grandi aux abords des Everglades, fils d'un mécanicien et d'une femme de ménage dans des maisons de vacances. Il n'avait jamais fait entièrement confiance, ni aux autorités ni aux touristes. Pour lui, le Marais n'était pas un décor exotique, mais un espace fonctionnel, presque familier. Il savait où le sol se dérobait sous ses pieds, où l'eau dissimulait des pièges et où l'on évitait de passer. C'est précisément pour cette raison que la présence du sac à dos l'avait tant inquiété. Il était rare de trouver des effets personnels dans des zones aussi précises. Quiconque arrivait sur place devait savoir exactement où aller. Lors de son témoignage, Jonah a décrit les lieux avec une précision troublante. Il a parlé d'un ancien canal artificiel, ouvert des décennies auparavant et officiellement désaffecté. Un tronçon qui ne figurait pas sur les cartes touristiques et qui était rarement patrouillé. La police en a pris note, mais n'a fait aucun commentaire. Si ces informations étaient confirmées, elles remettraient en question l'ensemble de la zone de recherche initiale. En France, un nouveau personnage fait son apparition. Marc Delon-Marc, employé du ministère des Affaires étrangères spécialisé dans les cas de disparition à l'étranger, contrairement à d'autres diplomates, ne considérait pas ces épisodes comme des exceptions tragiques, mais comme des défaillances administratives à corriger. Dès réception du dossier mis à jour, il a demandé un accès complet aux rapports américains, ce qui lui avait été refusé les années précédentes sous des prétextes bureaucratiques. Le contraste entre les deux mondes était évident. D'un côté, les Everglades, un milieu où la nature effaçait toute trace avec une efficacité implacable. De l'autre, le système français, fondé sur les archives et la persistance des documents. Camille existait pleinement dans l'un et avait presque complètement disparu dans l'autre. Les personnages secondaires gagnaient en profondeur. Des techniciens de la police scientifique tiraillés entre prudence et précipitation, des policiers locaux mal à l'aise face à la résurgence d'une vieille affaire, des diplomates réclamant des réponses plus claires. Chaque action, aussi insignifiante fût-elle, engendrait des conséquences silencieuses. L'antagonisme ne résidait pas dans un méchant classique, mais dans l'accumulation de négligence, dans la confiance excessive accordée à des hypothèses simplistes et dans le refus initial d'admettre que quelque chose clochait. Le sac à dos de Camille, désormais catalogué et photographié, était devenu plus qu'un simple objet. Il était une contradiction matérielle. Trop loin de la voiture, trop bien conservé pour le temps écoulé. Trop organisé pour un abandon accidentel. Et pour la première fois depuis la disparition, une possibilité concrète a émergé. Camille n'était pas morte rapidement dans les Everglades. Elle était restée là assez longtemps pour continuer à enregistrer, à observer et peut-être à remarquer quelque chose qu'elle n'aurait pas dû remarquer. La réouverture officielle de l'affaire ne s'est pas faite publiquement, mais ses effets ont été immédiats. Le bureau du shérif a chargé une nouvelle équipe, plus restreinte et plus prudente, de réexaminer l'ensemble des éléments du dossier constitué 2 ans auparavant. Des cartes ont été retrouvées dans les archives, des rapports relus, et les décisions passées ont été confrontées aux nouveaux éléments de preuve. Le problème n'était pas seulement de trouver des réponses, mais aussi d'admettre que les questions initiales étaient insuffisantes. Le premier obstacle surgit rapidement. La zone où le sac à dos avait été trouvé se situait hors du périmètre initialement défini pour l'enquête. Autrement dit, aucune recherche systématique n'y avait été menée. Les archives indiquaient que la région avait été jugée non pertinente, faute de sentiers balisés et de points d'accès touristiques. Désormais, cette exclusion paraissait moins technique que pratique. Jonah Reeves fut rappelé. Cette fois, non seulement comme témoin, mais aussi comme guide. Il accepta à contre-cœur, posant des conditions simples, pas de précipitation, pas de détour dans des zones qu'il jugeait instables. Les enquêteurs acquiescèrent. Ils savaient qu'ils auraient besoin de son expérience pratique pour progresser. En France, Marc Delon militait pour une coopération plus transparente.
Il demandait des images satellites de la période de la disparition, les relevés téléphoniques de la zone et des données environnementales détaillées. Certaines de ces informations n'avaient pas été recoupées auparavant, car jugées non pertinentes. Désormais, elles devenaient essentielles. Le conflit s'est intensifié lorsque les données ont commencé à contredire les conclusions précédentes. Des images satellites ont révélé des mouvements humains aux abords du canal désaffecté, plusieurs jours après l'abandon de la voiture. Rien d'identifiable, seulement des mouvements irréguliers. Pourtant, ces images contredisaient la version selon laquelle Camille s'était perdue rapidement. Dans les Everglades, la nouvelle équipe a découvert des signes subtils mais constants. Des restes de cordes synthétiques pris dans la végétation, des fragments de plastique enfouis sous des couches récentes de sédiments et des marques au sol qui ne correspondaient pas à des empreintes d'animaux. Pris isolément, aucun de ces éléments n'était concluant. Ensemble, ils formaient un tableau inquiétant. La tension monta lorsque le contenu du carnet fut partiellement récupéré. Les techniciens parvinrent à séparer suffisamment de pages pour identifier des références répétées au même point, marquées par un symbole circulaire barré de lignes. Il ne s'agissait pas d'un code scientifique connu, et cela ne semblait pas non plus aléatoire. Camille était revenue à ce point à plusieurs reprises. Ce détail a modifié l'orientation de l'enquête. Si Camille était retournée au même endroit, cela signifiait qu'elle n'était pas désorientée. Elle enquêtait sur quelque chose. Cela engendrait un nouveau conflit. Qu'avait-elle donc découvert dans les Everglades qui justifiait ce comportement? L'hypothèse d'un crime a commencé à être prise plus au sérieux, engendrant des résistances internes. Certains agents craignaient les répercussions d'un aveu d'erreur grave dans une affaire impliquant un ressortissant étranger. D'autres préconisaient la prudence, se méfiant de toute construction d'un récit sans preuve directe. Cette impasse a retardé d'importantes décisions opérationnelles. Jonas, quant à lui, commença à manifester un certain malaise. Lors d'une des incursions, il refusa d'aller plus loin, affirmant que même les habitants de longue date évitèrent la zone. Il n'expliqua pas vraiment pourquoi. Il déclara seulement que ceux qui s'obstinaient à explorer le marais disparaissaient généralement de façon non consignée officiellement. Ce refus a engendré des tensions au sein de l'équipe. Pour les chercheurs, chaque limite imposée était vécue comme un revers. Pour Jonas, c'était une question de survie. Le conflit entre savoir empirique et procédure institutionnelle est devenu permanent. En France, Élise Moreau suivait chaque mise à jour avec une attention soutenue. Elle remarqua un changement de ton dans les communications. Moins de certitude, plus de conditions. Paradoxalement, cela lui donnait de l'espoir. Le doute signifiait que l'histoire n'était pas terminée. Le conflit s'est envenimé lorsqu'une analyse du sol a révélé des traces de carburant dans une zone où la présence de véhicules est interdite. La substance en question ne correspondait pas à celle de la voiture louée par Camille. Quelqu'un s'y était rendu indépendamment, à une heure compatible avec sa disparition. Cette découverte a élargi le champ de l'enquête et soulevé de nouveaux obstacles logistiques. Le suivi des accès illégaux aux Everglades nécessiterait la coopération des agences environnementales, une démarche qui exigeait du temps et des autorisations. Chaque jour perdu renforçait le sentiment que le marais restait un vaste territoire à explorer. Le conflit ne se résumait plus à retrouver Camille. Il s'agissait d'affronter un environnement qui dissimulait les actions humaines avec la même efficacité qu'il engloutissait les erreurs naturelles. Chaque étape révélait de nouvelles strates, et aucune n'offrait de réponse simple. À la fin de cette phase, il devint évident que la disparition n'était ni un événement isolé, ni un accident. Elle s'inscrivait dans un contexte plus vaste, encore indéfini, mais d'une cohérence inquiétante. Et plus l'enquête avançait, plus il devenait manifeste que quelqu'un avait misé sur l'oubli. À mesure que l'enquête progressait au-delà des hypothèses initiales, des pistes parallèles, bien que secondaires, ont émergé, exerçant une pression croissante sur le cœur même de l'affaire. Aucune n'était isolée. Chaque nouvelle découverte
engendrait des tensions supplémentaires, exigeant des décisions rapides, dans un contexte où le temps jouait constamment contre ceux qui cherchaient des réponses. L'une de ces intrigues secondaires concernait la gestion des Everglades elles-mêmes. Les agences environnementales fédérales ont commencé à manifester une réticence à peine voilée à étendre les recherches. Officiellement, elles ont invoqué les risques écologiques, le manque de ressources et la nécessité de préserver les zones sensibles. Officieusement, la crainte était tout autre, celle que des activités illégales se soient déroulées pendant des années dans le parc sans contrôle adéquat. L'affaire Camille menaçait de révéler non seulement une disparition, mais aussi une négligence institutionnelle généralisée. Cette résistance a engendré une impasse directe avec l'équipe du shérif. Chaque demande d'accès devait être justifiée. Chaque intrusion nécessitait un rapport préalable. Le rythme de l'enquête a commencé à ralentir, exacerbant la frustration des personnes impliquées. Le principal enjeu, découvrir ce qui était arrivé à Camille, se trouvait désormais en conflit avec des intérêts politiques et administratifs. De son côté, Marc Delon se heurtait à des obstacles similaires du côté français. Le ministère des Affaires étrangères commençait à s'interroger sur le coût et l'impact diplomatique d'insister sur une affaire ancienne. Certains collègues suggéraient que la redécouverte du sac à dos n'était peut-être qu'un détail tardif, insuffisant pour justifier la poursuite des pressions sur les autorités américaines. Marc, cependant, persista. Il connaissait ce schéma, des affaires qui s'enlisaient non par manque de preuves, mais par lassitude institutionnelle. Une autre intrigue secondaire se développait discrètement autour de Jonah Reeves. Depuis qu'il avait commencé à coopérer avec l'enquête, il avait remarqué de subtils changements dans ses habitudes. Des inconnus se faisaient plus fréquents près de chez lui. Un camion banalisé avait été aperçu stationné pendant des heures sur une route secondaire près du canal où le sac à dos avait été retrouvé. Aucune menace directe n'avait été proférée, mais le message implicite était suffisamment clair pour quelqu'un habitué à décrypter les signes dans ce milieu hostile. Jonah n'a pas immédiatement prévenu la police. Sa méfiance envers les autorités était de longue date. Il préférait observer, méditer et réduire ses sorties habituelles. Ce choix ajoutait une dimension de risque personnel au récit, sans dramatisation explicite, mais avec des conséquences potentielles bien réelles. Parallèlement, l'analyse du carnet de Camille progressait lentement. Des linguistes français furent consultés pour interpréter les abréviations et les conventions d'écriture. On découvrit que certains symboles utilisés par Camille n'étaient pas aléatoires, mais des adaptations personnelles d'anciens codes cartographiques qu'elle avait étudiés durant ses études universitaires. Cela indiquait une démarche planifiée, et non une improvisation. Une nouvelle intrigue secondaire a émergé. Camille a peut-être découvert quelque chose qui n'était pas répertorié officiellement. Un canal actif, non déclaré. Une activité humaine clandestine, une utilisation illégale des lieux. Cette possibilité était directement liée à la résistance institutionnelle déjà observée. La pression du temps s'est intensifiée lorsque la presse internationale a recommencé à s'intéresser à l'affaire. Un journaliste français a publié un article suggérant que l'enquête initiale avait été superficielle. Bien que l'article ait évité les accusations directes, l'effet fut immédiat. Les autorités locales ont alors agi non seulement pour faire éclater la vérité, mais aussi pour préserver les réputations. Ce nouveau facteur a certes accéléré les choses, mais a aussi engendré des risques. Les décisions se sont mises à être prises plus rapidement, sans toujours avec la prudence nécessaire. L'équipe du shérif était partagée entre la nécessité de procéder avec circonspection et celle de profiter de l'attention accrue pour obtenir des ressources avant que l'intérêt ne retombe. Sur le plan personnel, Élise Moreau vivait sa propre histoire. 2 années d'attente avaient modifié sa perception du temps. Elle n'exigeait plus de réponse immédiate, mais de la cohérence. Chaque nouvelle information devait s'intégrer logiquement. Lorsqu'elle apprit où se trouvait le sac à dos, elle demanda des cartes détaillées. Elle passa des heures à comparer les distances, les itinéraires et les chronologies.
Elle parvint à la même conclusion que certains enquêteurs évitaient d'exprimer. Camille n'était pas arrivée là par hasard. Cette prise de conscience silencieuse a accru la pression sur Marc Delon, qui portait désormais non seulement un rôle institutionnel, mais aussi une responsabilité morale. Les intrigues secondaires se sont progressivement rapprochées. La résistance de l'environnement, le malaise de Jonas, les symboles du carnet, la pression médiatique et la persévérance française ne se sont pas opposées les uns aux autres. Elles se sont accumulées, créant un climat instable où la moindre information pouvait déclencher un bouleversement. La complexité de l'histoire ne résidait plus seulement dans ce qui était arrivé à Camille, mais dans tout ce qui avait été lié à son absence. Les personnes, les institutions et les décisions s'étaient adaptées à l'idée qu'elle avait disparu sans explication. Pour inverser cette tendance, il fallait plus que trouver des preuves. Il fallait s'attaquer aux intérêts particuliers. À la fin de cette étape, il devint évident que l'affaire se dirigeait vers un point de tension inévitable. Les intrigues secondaires ne pouvaient plus coexister sans s'entrechoquer. Quelque chose allait forcément céder, et lorsque cela se produirait, les conséquences ne se limiteraient pas au passé de Camille, mais affecteraient le présent de tous ceux qui étaient impliqués. Le tournant décisif ne résulta ni d'une découverte visuelle majeure, ni d'un aveu inattendu, mais d'un détail technique passé inaperçu pendant près de 2 semaines. L'un des analystes environnementaux, chargé d'examiner d'anciennes données hydrologiques, remarqua une incohérence entre les niveaux d'eau officiellement enregistrés et les variations réelles du canal désactivé, telles qu'indiquées par Jonas Reeves. Les données ne concordaient pas. À certains moments, le débit d'eau dans ce tronçon augmentait artificiellement, comme si des vannes invisibles s'ouvraient. Cette prise de conscience a tout changé. Jusque-là, l'enquête s'était concentrée sur l'hypothèse que Camille suivait une activité clandestine, mais statique. Désormais, la possibilité d'une opération active et continue au sein des Everglades se dessinait. Un système improvisé, mais fonctionnel, tenu à l'écart des cartes officielles. L'équipe du shérif a demandé une autorisation immédiate pour une inspection plus approfondie. Pour la première fois, la demande n'a pas été refusée. Sous la pression extérieure et face au risque de divulgation d'informations au public, les agences environnementales ont été contraintes de céder. Un délai de 48 heures a été accordé pour une intervention technique limitée. Jonas Reeves fut informé, mais il ne manifesta aucune joie. À l'annonce de l'emplacement précis, il se contenta d'un lent hochement de tête. Il connaissait cet endroit sous un autre nom, jamais mentionné dans les documents, une zone autrefois évitée par les pêcheurs, associée à d'étranges mouvements nocturnes. Il n'y avait aucune superstition dans sa réaction, juste un calcul. Le raid a eu lieu à l'aube. Des drones thermiques survolèrent la zone, tandis que les équipes progressaient en eau peu profonde. Seul le bruit des moteurs électriques et le chant lointain des oiseaux rompaient le silence. En moins d'1 heure, l'équipe découvrit un élément absent de tout registre officiel. Une structure semi-immergée, camouflée par de la végétation artificielle et parfaitement intégrée au paysage. Ce n'était pas grandiose, ce n'était pas sophistiqué, mais c'était délibéré. À l'intérieur de la structure, ils ont trouvé des outils, des bidons de carburant, des restes d'emballage récents et un système de pompage d'eau rudimentaire. Personne n'était présent sur le site, mais les traces indiquaient une occupation continue jusqu'à quelques semaines auparavant. Il ne s'agissait pas d'un vestige ancien. Le site était bel et bien là. L'impact fut immédiat. La version de la disparition accidentelle s'est complètement effondrée. Camille n'avait pas seulement découvert quelque chose d'inhabituel, mais avait probablement documenté une activité illégale en cours dans l'une des zones environnementales les plus protégées des États-Unis. La révélation la plus troublante est cependant survenue quelques heures plus tard. Lors de la fouille des environs, un des agents a repéré un objet coincé dans des racines denses à quelques mètres de la structure. Il s'agissait d'un étui étanche, fermé à la hâte. À l'intérieur se trouvaient des cartes mémoire. Certaines étaient endommagées, d'autres encore lisibles.
Les images récupérées ne montraient ni visage clairement, ni scène de violence explicite. Elles montraient des mouvements, des personnes transportant du matériel, des bateaux sans identification. Et dans 3 fichiers spécifiques, une femme observant à distance, enregistrant soigneusement tout. Camille Moreau était vivante sur ces images. Les dates figurant dans les métadonnées indiquaient des enregistrements effectués plusieurs jours après l'abandon du véhicule. Elle portait des vêtements différents, de fortune, et gardait ses distances. Mais le cadrage suggérait clairement une intention de documenter et non de fuir. La réaction de l'équipe fut discrète, presque trop contenue au regard de l'importance de la découverte. Personne ne célébra. Personne n'exprima ses hypothèses. La révélation exigeait une extrême prudence. En France, lorsque Marc Delon reçut la confirmation, il ferma les yeux quelques secondes avant de transmettre l'information. Il savait que cette preuve allait bouleverser la position diplomatique dans cette affaire. Camille n'avait pas seulement été victime d'un accident. Elle était devenue, malgré elle, le témoin d'un événement bien plus grave. Élise Moreau a appris la nouvelle indirectement, sans détails précis. Pourtant, elle en a immédiatement compris la gravité. Sa fille n'avait pas disparu sans qu'elle se débatte pour comprendre ce qui se passait. Elle avait fait exactement ce qu'elle faisait toujours, observer, enregistrer, persévérer. Dans les Everglades, la découverte a suscité des réactions mitigées. Certains agents étaient soulagés d'avoir enfin quelque chose de concret. D'autres exprimaient leur appréhension. Si Camille avait été vue en train d'enregistrer cette activité, quelqu'un d'autre aurait pu la voir aussi. Cette réflexion a modifié l'orientation émotionnelle de l'enquête. Le problème n'est plus seulement qu'est-il arrivé à Camille, et c'est devenu qui d'autre savait qu'elle était là. La structure clandestine indiquait une organisation. L'absence de traces récentes suggérait un retrait planifié. En voyant l'une des images, Jonah Reeves a immédiatement reconnu le schéma de déplacement. Il n'a identifié personne, mais a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une improvisation. C'était un schéma récurrent. Et quiconque opérait sur place connaissait le terrain aussi bien que lui. Le tournant s'est concrétisé à ce moment-là. L'affaire ne se déroulerait plus comme une recherche de traces ou d'explications tardives. Elle était devenue une enquête active, avec tous les risques que cela impliquait. Camille avait laissé suffisamment d'éléments pour infléchir le cours de l'affaire, mais pas assez pour garantir sa propre sécurité. Et pour la première fois, une question se posa que personne n'avait osé poser auparavant. Il est possible que Camille ne soit pas morte dans les Everglades. Elle a peut-être été réduite au silence pour avoir trop vu. La découverte des images a modifié presque instantanément le comportement de tous les acteurs impliqués. L'affaire, initialement traitée comme une enquête historique, est devenue une situation délicate et toujours en cours. Les protocoles ont été revus, les communications restreintes et une partie de l'équipe initiale a été écartée, officiellement pour éviter les fuites, mais aussi pour limiter les conséquences des erreurs passées. La première conséquence pratique fut l'isolement complet de la zone clandestine. La structure semi-immergée fut démantelée pièce par pièce, cataloguée et enlevée avant que la moindre curiosité extérieure ne se manifeste. Cette rapidité, bien qu'efficace, suscita un certain malaise chez certains enquêteurs, qui craignaient la perte du contexte environnemental. Malgré tout, l'ordre venait d'en haut, et personne ne le contesta officiellement. Le second impact fut diplomatique. Marc Delon a demandé une réunion d'urgence avec des représentants du gouvernement fédéral américain. Le ton a changé. L'accent n'était plus mis sur la coopération volontaire, mais sur la responsabilité partagée. L'existence d'images prouvant que Camille était vivante plusieurs jours après sa disparition a invalidé les rapports officiels précédents. Cela a nécessité des enquêtes formelles, une démarche qu'aucune institution n'entreprend sans résistance. Les autorités américaines réagirent avec une prudence calculée. Elles reconnurent des défaillances opérationnelles, mais évitèrent d'admettre une négligence directe. Elles proposèrent la création d'une force opérationnelle, restreinte aux pouvoirs clairement définis. Marc accepta, sachant qu'un refus entraînerait un retard.
Le conflit était désormais stratégique. Avancer avec des restrictions ou tout bloquer au nom de principes. Dans les Everglades, la réaction la plus visible est venue de Jonah Reeves. Après la fuite des images en interne, on lui a interdit de retourner dans le marais pour une durée indéterminée. Le prétexte invoqué était la protection. Jonah en avait compris le sous-texte. Sa routine avait été bouleversée non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'il était devenu un maillon faible d'une histoire qui commençait à inquiéter des personnes invisibles. Ce retrait forcé eut des conséquences émotionnelles subtiles mais profondes. Jonas commença à prendre conscience à quel point son identité était liée à ce territoire. Loin du marais, il se sentait déraciné, observant de l'extérieur quelque chose qu'il avait toujours maîtrisé par sa propre expérience. Pourtant, il coopéra. Il savait qu'insister pour rester actif pourrait le mener tout droit sur la mauvaise voie. Une autre conséquence immédiate fut la réinterprétation complète du carnet de Camille. Maintenant que l'on savait qu'elle était restée active après sa disparition, chaque message prenait une importance nouvelle. Des références auparavant jugées confuses étaient désormais interprétées comme des tentatives de cartographier une opération clandestine. Les horaires coïncidaient avec les mouvements enregistrés sur les images. Des coordonnées incomplètes indiquaient des voies d'accès non répertoriées. Cette découverte a déclenché une réaction en chaîne. L'enquête a permis d'établir des liens avec des prélèvements environnementaux effectués des années auparavant dans des régions voisines. Des cas isolés ont commencé à former un schéma rétrospectif. Rien d'assez concluant pour justifier des poursuites formelles, mais suffisamment pour indiquer que Camille n'était pas un cas isolé. En France, Élise Moreau a été confrontée à une conséquence différente. Un changement d'attente. Pendant 2 ans, elle avait vécu avec l'idée de la mort comme une possibilité silencieuse. À présent, la confirmation que Camille était vivante après sa disparition avait plongé son chagrin dans une incertitude profonde. Ce n'était ni un espoir total, ni un désespoir absolu. C'était une attente plus complexe, marquée par des questions sans réponse immédiate. Elle n'a fait aucune déclaration publique. Elle a refusé les interviews. Elle a simplement autorisé Marc Delon à mettre en œuvre toutes les mesures possibles. Cette position a renforcé la pression institutionnelle, car elle a permis d'éviter toute instrumentalisation émotionnelle extérieure du récit. Au sein même du groupe de travail, les réactions ont également varié. Certains agents adoptaient des méthodes plus offensives, préconisant des fouilles plus approfondies et des interrogatoires indirects. D'autres prenaient la prudence, craignant qu'une trop grande visibilité n'alerte les suspects restants. Ces divisions internes ont ralenti le rythme des opérations, engendrant de petits retards cumulatifs dans la prise de décision. La conséquence la plus grave, cependant, était invisible. Dès lors, il devint évident que Camille avait été observée pendant qu'elle observait. L'absence d'enregistrements ultérieurs indiquait une interruption brutale. Il n'y avait aucun signe de lutte, ni d'abandon spontané de matériel. Quelque chose s'était produit assez rapidement pour empêcher tout enregistrement supplémentaire. Cette prise de conscience a changé la donne de l'enquête. L'attention ne se portait plus uniquement sur les traces matérielles. Il s'agissait désormais de comprendre les comportements, les habitudes, les silences. À qui l'affaire avait-elle profité? Qui avait perdu quelque chose avec sa réouverture? L'environnement institutionnel s'est refermé sur elle. L'information a commencé à circuler dans des cercles plus restreints. Chaque avancée suscitait une réaction défensive quelque part dans le système. L'histoire de Camille, autrefois simple tragédie personnelle, est devenue un risque administratif et politique. Les conséquences s'accumulaient sans soulagement immédiat. L'affaire progressait, mais elle pesait sur la confiance, la stabilité et le temps. Et à mesure que les réactions s'intensifiaient, il devenait évident que la prochaine étape exigerait bien plus qu'une analyse technique. Elle nécessiterait des choix difficiles, susceptible de modifier définitivement le cours de l'enquête et le sort final de l'histoire de Camille Moreau. L'enquête entra dans une nouvelle phase lorsqu'il devint évident que les méthodes conventionnelles ne suffiraient pas.
Les obstacles à surmonter n'étaient pas d'ordre physique, mais structurel. Pour progresser, les personnes impliquées devaient abandonner leurs habitudes et accepter des risques calculés. Ce changement s'amorça silencieusement, presque imperceptiblement, mais ses effets devinrent manifestes en quelques jours. Marc Delon a été le premier à agir différemment. Jusque-là, il avait suivi les voies institutionnelles, respectant les hiérarchies et les limites diplomatiques. Désormais, il agissait sur deux fronts. Officiellement, il maintenait le contact avec le groupe de travail. Parallèlement, il entamait des consultations directes avec des experts environnementaux indépendants, d'anciens inspecteurs et des chercheurs ayant travaillé dans les Everglades avant les récentes réformes administratives. Il ne cherchait pas des accusations, mais des failles, et il en trouva plusieurs. Ces enquêtes ont révélé une tendance inquiétante. Des zones jugées écologiquement instables avaient été progressivement isolées du public sous prétexte de justification technique, tandis que des activités non déclarées prospéraient loin de tout contrôle régulier. Camille, forte de son expérience et de sa méthodologie, aurait précisément décelé ce type d'anomalie. L'avancée institutionnelle s'est produite lorsque Marc a partagé ses informations avec l'équipe du shérif en dehors des voies officielles. La décision n'a pas été facile. Il savait que cela pouvait compromettre sa position. Pourtant, il a choisi d'aller de l'avant. L'enquête avait besoin d'un contexte réel et non de simples rapports filtrés. Dans les Everglades, l'équipe locale a également changé. Les agents qui se fiaient auparavant exclusivement aux cartes officielles commencèrent à accepter les témoignages empiriques comme données valides. Les habitants de longue date furent consultés, non plus comme de simples curieux, mais comme des sources fiables. Pêcheurs, guides informels et travailleurs saisonniers commencèrent à combler les lacunes que les documents n'avaient jamais consignées. Jonah Reeves, bien qu'éloigné physiquement du marais, y contribua d'une autre manière. Il commença à dessiner des cartes à la main, reconstituant les itinéraires de mémoire. Ces cartes n'étaient pas à l'échelle, mais elles représentaient les courants, les zones à éviter et les schémas de déplacement. Superposées à des images satellites, elles révélèrent d'inquiétantes coïncidences. Ce processus a marqué la progression collective de l'enquête, la reconnaissance que les connaissances non officielles contribuent également à construire la vérité. Sur le plan personnel, Élise Moreau vivait sa propre transformation. Elle cessa d'être une simple mère attendant des réponses et s'impliqua activement dans le déroulement de l'affaire, non par ingérence émotionnelle, mais par méthode. Elle relut les anciens écrits de sa fille, des articles refusés, des notes mises au rebut. Elle découvrit des références à des projets futurs qui n'avaient jamais été soumis à des éditeurs. L'un d'eux mentionnait des zones de préservation utilisées comme un rideau. Cette découverte n'apporta pas de soulagement, mais de clarté. Élise comprit que Camille ne s'était pas engagée dans cette affaire par imprudence, mais par cohérence. Accepter cela exigeait une autre forme de force, celle de reconnaître que sa propre fille avait choisi de suivre une piste risquée, consciente des conséquences possibles. La résilience émotionnelle ne s'est pas manifestée par des larmes ou des discours, mais par des décisions concrètes. Élise a autorisé le partage sans restriction des archives personnelles de Camille avec l'équipe, chose qu'elle avait auparavant hésité à faire. Cette transparence a accéléré le recoupement des données et révélé des liens jusque-là insoupçonnés. Un autre élément important est apparu au sein du groupe de travail lorsqu'un des agents a proposé une réévaluation complète du dernier instant des images récupérées. Au lieu de se concentrer sur ce qui était visible, ils ont commencé à analyser ce qui ne l'était pas, les angles évités, les interruptions brutales, les ruptures dans les enregistrements. Cela a conduit à l'hypothèse que Camille se rendrait compte qu'elle est observée. Cette interprétation impliquait d'admettre que l'enquête portait désormais sur un service de renseignement actif de l'autre côté. Il ne s'agissait plus de reconstituer le passé, mais d'anticiper les comportements. Pour surmonter ce défi, il fallait donc faire preuve d'humilité, reconnaître que le marais recelait non seulement des traces naturelles, mais aussi des choix humains.
Reconnaître que l'absence de preuves directes n'impliquait pas l'inaction. Reconnaître que Camille avait mûri en tant qu'enquêtrice, précisément au cours de cette enquête qu'il avait exposée au danger. À la fin de cette phase, quelque chose avait changé de manière irréversible. L'enquête ne se contentait plus de réagir aux découvertes, elle les anticipait. Les personnes impliquées ne cherchaient plus seulement des réponses. Elles s'efforçaient de comprendre le système qui avait rendu la disparition possible. Ce changement d'approche ne garantissait pas le succès, mais il représentait un réel progrès. Même après sa disparition, Camille Moreau continua d'influencer les décisions. Sa méthode, sa persévérance et son refus des explications simplistes avaient été intégrés par ceux qui cherchaient désormais à comprendre son destin. Et cela a préparé le terrain pour ce qui allait suivre, une confrontation inévitable entre la vérité et l'opportunisme, où il n'y aurait pas de place pour des replis confortables. Les préparatifs pour le dénouement ont commencé lorsque l'enquête s'est déroulée sans échéances annoncées. Plus aucune déclaration officielle ni autorisation détaillée n'ont été formulées. Le groupe de travail a adopté une approche discrète, conscient que le moindre mouvement visible risquait de compromettre ce qui restait à dissimuler. La priorité est passée de l'élargissement des recherches au resserrement de l'étau. Les intrigues secondaires ont commencé à se résoudre d'elles-mêmes par nécessité. La résistance des agences environnementales s'est affaiblie suite à un audit interne, officiellement sans lien avec l'affaire Camille, mais manifestement influencé par celle-ci. Certains secteurs ont commencé à coopérer plus ouvertement, fournissant des données auparavant classées comme sensibles. D'autres se sont retirés, ce qui, paradoxalement, a permis de mettre en lumière les points faibles du système. L'intrigue secondaire concernant Jonah Reeves trouva une issue pragmatique. Bien que retiré du terrain, il fut officiellement intégré comme consultant technique. Cette formalisation lui offrit une protection légale et atténua les pressions informelles qu'il subissait. Le camion banalisé cessa d'apparaître. La surveillance secrète prit fin. Jonah, attentif à ces changements, interpréta ce retrait comme le signe que quelqu'un avait remarqué l'avancement de l'enquête. Sur le plan diplomatique, Marc Delon est parvenu à consolider un accord de coopération renforcé. Aucune annonce publique n'a été faite, mais les restrictions ont été assouplies. Les enquêteurs français ont obtenu un accès direct aux données brutes, sans filtrage intermédiaire. Ce résultat n'a pas été célébré. Il a été perçu comme une étape nécessaire, non comme une victoire. Parallèlement, l'analyse des documents de Camille atteignait un point crucial. En recoupant les cartes, les images satellites et les données environnementales, l'équipe a identifié un axe de circulation récurrent reliant la structure clandestine à un point apparemment insignifiant en périphérie du parc. Ce point d'accès était utilisé sporadiquement pour la maintenance et rarement inspecté. Les dates correspondaient aux dernières notes de Camille. Ce couloir est devenu le point central. Les tensions se sont exacerbées lorsqu'ils ont constaté que le point d'accès était toujours actif. L'activité n'était pas constante, mais des signes récents indiquaient une utilisation intermittente. Cela signifiait que l'opération clandestine, bien que réduite, n'avait pas été complètement abandonnée. La préparation exigeait des décisions rapides. Au lieu d'intervenir immédiatement, le groupe de travail a opté pour l'observation. Des capteurs discrets ont été installés. Des drones ont commencé à surveiller les déplacements nocturnes. La stratégie était simple, confirmer la présence humaine sans alerter quiconque se trouvait de l'autre côté. Cette attente n'était pas agréable. Chaque nuit blanche engendrait de la frustration. Chaque fausse alerte mettait la patience de l'équipe à rude épreuve. Le temps était une fois de plus un adversaire redoutable. Pourtant, ce choix de temporiser reflétait l'avancement de l'enquête. Agir trop vite risquait de compromettre l'unique chance d'affronter la vérité de front. Élise Moreau suivait l'évolution de la situation grâce à des rapports concis. Elle ne demandait pas de détails. Elle savait que le moment exigeait de la précision, non de l'émotion. Sa préparation au dénouement se fit dans le silence. Elle organisa les documents, revit les échéanciers et se prépara à toute éventualité. Non par résignation,
mais par lucidité. Un dernier élément du puzzle a commencé à se mettre en place lorsque les techniciens sont parvenus à récupérer partiellement un fichier audio sur l'une des cartes mémoire. Le son était fragmenté, presque imperceptible, mais il contenait un élément crucial. Des voix en arrière-plan, en anglais, évoquant des échéances et un retrait. Rien d'identifiable, mais suffisant pour indiquer l'urgence de la situation de l'autre côté de l'opération. Cela a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà. La découverte de Camille n'était pas fortuite. Sa présence était devenue un risque opérationnel. Et lorsque des risques surgissent dans des structures clandestines, les décisions sont prises rapidement. La tension montait jusqu'au point culminant lorsque les capteurs ont détecté un mouvement dans le couloir identifié. Ce n'était pas intense, mais c'était bien réel. 2 accès dans la même semaine, à des heures différentes, selon des schémas irréguliers. Le groupe de travail n'a pas réagi immédiatement. Ils choisirent d'attendre un autre cycle, en quête d'une confirmation absolue. La tension atteignit son paroxysme non par l'action, mais par la retenue. Chaque membre de l'équipe savait que la prochaine étape ne serait pas une simple investigation, mais une décision définitive. Tous les sous-graphiques ont convergé. Jonah avait fourni la carte. Marc avait garanti l'accès. Élise avait débloqué les dossiers. Les agences environnementales avaient cédé. Le système, sous pression, commençait à montrer ses limites. Au terme de cette préparation, il ne restait plus aucun doute. Le point culminant ne se limiterait pas à la révélation du sort de Camille Moreau. Il impliquerait la mise au jour d'un mécanisme qui avait prospéré dans le silence, s'appuyant sur la complexité du système et l'oubli institutionnel. Et lorsque le groupe de travail se déciderait enfin à agir, il n'y aurait plus de place pour les corrections, ni pour une seconde chance. L'étape suivante mettrait un terme à l'histoire, d'une manière ou d'une autre. L'opération débuta peu avant l'aube, alors que les Everglades semblaient plus calmes que jamais. Le groupe d'intervention progressa sans sirène, sans communication ouverte, guidé uniquement par des signaux codés et les connaissances accumulées au fil des semaines. Le corridor identifié était devenu l'axe central de toutes les opérations. Si une activité subsistait, elle se trouverait là. Les capteurs ont confirmé un mouvement. 2 embarcations légères entrèrent par le point d'accès secondaire, dépourvues d'éclairage visible, se fiant uniquement à la lumière résiduelle du ciel. L'équipe attendit d'avoir franchi le point de non-retour, là où le chenal se rétrécissait, limitant les manœuvres rapides. Lorsque l'ordre fut donné, il n'y eut aucune hésitation. Des drones ont décollé, des projecteurs se sont allumés. Le silence a été rompu par des ordres brefs et fermes. Les bateaux tentèrent de battre en retraite, mais le terrain leur était défavorable. Le marais, qui leur avait servi de protection naturelle pendant des années, devint un piège. L'un des moteurs tomba en panne après s'être emmêlé dans la végétation submergée. L'autre bateau vira brusquement et s'échoua. Les occupants ont été évacués sans confrontation directe. Il n'y eut ni échange de coups de feu, ni poursuite prolongée. L'intensité résidait dans la précision. 3 hommes furent appréhendés. Aucun n'opposa de résistance significative. La surprise fut totale. À bord des navires, ils ont découvert des conteneurs de carburant, du matériel de pompage portatif et des boîtes scellées contenant des matières biologiques collectées illégalement. Il s'agissait d'une opération environnementale clandestine, axée sur l'extraction d'espèces protégées et de composés rares destinés au marché international. Une activité trop lucrative pour être facilement démantelée. Mais Camille n'était pas là. L'équipe progressa vers la zone de l'ancienne structure, désormais partiellement reconstruite. Le site portait des traces d'utilisation récente, mais aussi d'un abandon précipité. Le point culminant de l'enquête semblait sur le point de se transformer en une nouvelle déception, lorsqu'un des agents fit une découverte inhabituelle. Un compartiment caché, accessible uniquement par le dessous de la plateforme de fortune. À l'intérieur, personne, mais des documents. Des carnets différents de celui de Camille, de simples feuilles de calcul, des notes logistiques, et parmi elles, une photographie imprimée, décolorée par l'humidité. Camille Moreau figurait sur l'image.
Elle était assise de profil, les mains libres, mais visiblement épuisée. La date au dos indiquait 1 semaine après la dernière inscription connue. Cela confirmait le rebondissement final. Camille avait été maintenue en vie pendant une période considérable. L'interrogatoire des détenus a permis d'obtenir des réponses fragmentaires mais suffisantes. Camille était perçue comme une simple observatrice. Elle n'avait confronté personne. Elle s'était contentée de consigner les événements en gardant ses distances. Malgré cela, elle n'avait pas échappé à l'attention. Au lieu de l'éliminer sur le champ, ils choisirent de l'isoler, attendant de décider de la marche à suivre. Leur erreur fut de la sous-estimer. D'après les informations recueillies, Camille a tenté de négocier. Non pas pour de l'argent ou des menaces, mais pour se faire connaître. Elle a proposé ses dossiers en échange d'un sauf-conduit. L'offre a été refusée. Le groupe a alors décidé de la faire sortir de la zone par d'autres itinéraires. C'est lors de ce transfert que tout a mal tourné. Une brusque montée des eaux, provoquée par l'ouverture improvisée des vannes, a entraîné un accident. L'embarcation transportant Camille a chaviré dans une zone instable du fleuve. Le groupe a pu s'échapper. Camille, elle, n'a pas survécu. Cette révélation a changé le ton de l'opération. Les arrestations ne donneraient lieu à aucune célébration. Il n'y eut aucun sentiment de victoire totale. Le dénouement n'apporta aucun soulagement, mais une conclusion brutale. Camille n'avait pas survécu au marais, non pas par une exécution délibérée, mais par une négligence criminelle. La transformation du dossier était achevée. La disparition avait cessé d'être un vague mystère pour se révéler être une suite claire d'actions et de conséquences. Camille avait persévéré dans son travail de chercheuse jusqu'au bout, refusant d'abandonner sa méthode. Les responsables n'étaient pas des figures invisibles, mais des hommes ordinaires agissant en marge de la loi, trop sûrs d'eux dans le silence qui les entourait. Dans les derniers instants de l'opération, l'équipe a localisé le lieu exact de l'accident. Des débris du matériel de Camille étaient pris dans la végétation. Aucun corps n'était visible, mais les preuves étaient trop accablantes pour être ignorées. Marc Delon reçut la confirmation quelques heures plus tard. Il ne demanda pas plus de précision. Il savait que l'essentiel avait été trouvé, la vérité. En France, Élise Moreau fut informée personnellement. Il n'y eut aucun drame, juste les faits. Camille avait vécu plus longtemps qu'on ne le croyait. Elle s'était battue avec intelligence, non avec force. Elle mourut en tentant d'échapper à une situation qui n'aurait jamais dû exister. Le dénouement a apporté une conclusion plausible et définitive au conflit central. Il n'y a eu ni sauvetage miraculeux, ni méchant absolu. Il y a eu des choix, des risques et des conséquences. Et finalement, le marais a rendu ce qu'il avait gardé trop longtemps. Non pas un corps entier, mais une histoire complète, enfin comprise. Les conséquences de l'opération dans les Everglades ne se sont pas manifestées immédiatement ni de façon spectaculaire. Elles se sont propagées lentement, comme l'eau qui remonte les chenaux après un changement de marée. L'affaire Camille Moreau ne s'est pas arrêtée au point culminant de l'opération, mais à ce qui a suivi, révision, responsabilisation et ajustements discrets qui ont transformé des structures entières. Aux États-Unis, le démantèlement de cette opération clandestine a révélé de graves lacunes dans l'application des réglementations environnementales. Des enquêtes parallèles ont été ouvertes, non seulement pour examiner les crimes directement liés au groupe arrêté, mais aussi pour comprendre comment cette activité avait pu prospérer si longtemps sans être détectée. Des audits fédéraux ont mis au jour des zones délibérément négligées, créées sur la base de justifications techniques fallacieuses. Des responsables ont été démis de leurs fonctions, des contrats suspendus et des protocoles remaniés. Rien de tout cela n'a ramené Camille. Mais cela a donné de la cohérence à l'histoire. Le bureau du shérif a officiellement réexaminé l'affaire, reconnaissant des erreurs d'appréciation initiale. La disparition a été requalifiée d'accident probable en décès résultant d'une activité criminelle indirecte. Ce changement, bien que tardif, revêtait une importance juridique et symbolique considérable. Il reconnaissait que Camille n'avait pas agi par imprudence, mais avait été impliquée involontairement dans une affaire plus vaste.
Jonah Reeves a suivi ces changements à distance. Il refusa les interviews et ne rechercha pas la reconnaissance publique. Après des mois d'absence, il retourna lentement dans le Marais, choisissant des zones différentes de celles qu'il avait connues toute sa vie. Son retour ne fut pas triomphal, mais prudent. Jonah comprit que le territoire qu'il avait dominé pendant des décennies recelait aussi des dynamiques humaines qu'il avait préféré ignorer. Le Marais était resté le même, mais sa relation avec lui avait changé. Au sein du groupe de travail, les agents impliqués ont suivi des parcours différents. Certains ont été mutés, d'autres sont restés, désormais plus attentifs aux zones d'ombre qu'ils considéraient auparavant comme normales. L'enquête a laissé une empreinte concrète, une moindre confiance dans les explications simplistes, une plus grande propension à questionner les omissions. En France, les conséquences ont pris une autre tournure. Marc Delon remit un rapport final qui circula parmi les hautes instances. Ce document ne cherchait pas de coupables externes, mais soulignait l'importance de la persévérance institutionnelle dans les affaires classées prématurément. Ces actions devinrent une référence interne, non pas comme un exemple de réussite totale, mais comme une preuve de persévérance responsable. Il savait que l'histoire de Camille n'avait pas été une victoire, mais le point d'achèvement. Élise Moreau a reçu les derniers effets personnels de sa fille des mois plus tard. Le processus fut méticuleux, chaque objet catalogué, chaque fragment expliqué. Parmi les objets se trouvait le stylo en métal trouvé dans le sac à dos, désormais propre mais marqué par le temps. Il y avait aussi des copies restaurées de quelques notes, organisées selon un ordre logique. Élise ne cherchait pas de réconfort dans ces objets, elle cherchait un sentiment de continuité. Elle décida de léguer une partie du matériel universitaire de Camille à une université française, créant ainsi un petit fonds dédié à la recherche indépendante dans des domaines environnementaux sensibles. Aucune cérémonie publique n'eut lieu. Juste une simple déclaration. Ce geste n'avait pas pour but de perpétuer la tragédie, mais d'en prolonger la portée. À terme, le nom de Camille Moreau a commencé à circuler dans les rapports, les articles et les discussions sur l'éthique de la recherche de terrain. Non pas comme celui d'une martyre, mais comme celui d'un exemple de rigueur. Son histoire a été citée lors des discussions sur les risques liés aux aires protégées, qui, paradoxalement, deviennent trop opaques pour un suivi efficace. Le monde de l'histoire a continué d'évoluer. Les Everglades continuaient d'accueillir des touristes. La végétation recouvrait à nouveau les traces de l'opération clandestine. Le Marais, indifférent aux récits humains, faisait ce qu'il avait toujours fait, absorber les chocs et continuer d'exister. Mais quelque chose avait changé. La disparition de Camille cessa d'être une simple affaire non résolue et devint un avertissement inscrit dans les systèmes, les décisions et les pratiques. Toutes les conséquences n'étaient pas visibles, ni toutes suffisantes. Pourtant, l'histoire trouva une conclusion cohérente avec sa propre logique. La justice n'était pas totale, mais la vérité était là. Et parfois, la vérité est le maximum que l'on puisse espérer. Camille n'a été ni sauvée ni oubliée. Son parcours a été reconstitué avec une telle précision que son absence a cessé d'être un vide inexplicable. Elle a existé jusqu'au bout comme elle a vécu, observant, consignant et refusant les explications simplistes. Ce fut le dernier héritage de son voyage. 2 ans plus tard, une petite partie des Everglades a commencé à apparaître sur les cartes internes comme une zone sous surveillance permanente. Aucun panneau n'en indiquait la raison. Pour la plupart, il s'agissait simplement d'un ajustement technique de plus. Pour quelques-uns, c'était un rappel silencieux que le Marais dissimule non seulement la nature, mais aussi les choix humains. En France, le nom de Camille Moreau est apparu discrètement dans un article universitaire sur l'éthique de la recherche de terrain. Non pas comme une victime, mais comme une référence méthodologique. Rien au monde ne semblait avoir fondamentalement changé. Pourtant, une chose essentielle avait été corrigée. L'histoire ne s'est pas terminée dans le silence. Des histoires comme celle de Camille Moreau nous rappellent que toutes les disparitions ne sont pas simples,
et que bien des vérités ne sont révélées que grâce à une observation attentive et au refus des explications simplistes. Si ce récit vous a fait réfléchir, interrogez-le. Partagez votre interprétation et discutez de ce qui est resté sous-entendu. Votre point de vue fait aussi partie de cette histoire. Si vous appréciez les récits réalistes, les mystères basés sur des faits réels et les intrigues profondes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour suivre les prochains articles. Certaines vérités ne survivent que si on continue de les raconter.